This podcast is brought to you by HEC Paris. Monsieur le Président, Messieurs les professeurs, avant tout, je veux vous remercier de m'avoir convié à m'adresser en cette journée de rentrée à vos étudiants. Et si je vous en remercie, ce que je vais dire, je vais le dire à vos étudiants, c'est à eux que je m'adresse. C'est parce que d'abord, dans toute ma vie de professeur, j'ai aimé m'adresser aux étudiants, et parce que dans ce lieu d'exigence et d'excellence qu'est HEC, je sais que se trouvent les étudiants qui représentent le meilleur de notre jeunesse universitaire, ceux sur qui reposent nos espoirs dans l'avenir de notre pays. Alors, m'avoir donné l'occasion de contribuer pour une minime part, je dirais, à leur réflexion, mais très précieux, et je vous en dis ma gratitude. Alors, maintenant, je dois vous dire tout de suite, et là je m'adresse à tout l'auditoire, que lorsqu'au début de l'été, nous avons fixé, les responsables d'HEC et moi, le sujet de cette conférence, je ne me doutais pas, bien que j'ai l'habitude de regarder en avant, mais à la vérité, je ne m'en doutais pas du tout, que la Russie se trouverait en ce moment précis, et ces jours précis, à un véritable ou un tournant de son histoire politique, ou peut-être à une révolution. Je ne sais pas très bien quelle est la conclusion qu'il faut tirer de ce qui se passe en ce moment, mais en regardant les 12 années qui se sont écoulées, je vais essayer tout simplement de vous fournir des éléments de réflexion qui vous permettront d'interpréter, peut-être plus aisément, de façon plus pertinente, les événements que vous voyez se dérouler sous vos yeux aujourd'hui et que vous allez voir se dérouler. Ça sera plus sûr que de lire dans les journaux des propos excessifs du genre « c'est la dictature, ce n'est pas la dictature ». Les choses ne se posent pas exactement comme ça. Alors, avant de commencer, je voudrais, faire des remarques de précaution, des remarques initiales. D'abord, je vais vous dire un mot des préjugés qui entourent toute réflexion sur la Russie et, je dirais, qui marquent tout ce que l'on sait ou qu'on croit savoir sur la Russie. Par définition, et depuis Custine, vous avez eu l'amabilité, monsieur, d'évoquer l'impératrice et l'abbé. L'abbé Chapeau-Troche a participé à cette vision très particulière de la Russie et des Russes, dont Custine a été le porte-parole le plus connu. Le résultat de cela est qu'en gros, on considère toujours que les Russes sont des gens différents des Européens, qu'ils ont pour particulier d'être passifs, de manquer d'esprit d'initiative, de n'avoir pas le sens des responsabilités, surtout de n'en pas vouloir, d'être, à travers les siècles, d'aimer le knout. C'est écrit en toutes lettres chez Custine, l'abbé le dit pas mal aussi, c'est-à-dire d'appeler une autorité intolérante qui ne leur laisse pas de place dans la définition de leur destin. Et je dirais que cette vision, cette perception de la Russie fait aussi qu'on se dit, bon, c'est un pays qui se situe quelque part dans des lieux bizarres. On se dit que les Turcs, les Chinois sont davantage partie intégrante de notre univers mental que les Russes. C'est tout de même, il y a un véritable problème. Et on ajoute à cela qu'évidemment, les Russes, quand on considère leur histoire, n'ont jamais su ce qu'était ni la démocratie, ni l'esprit d'entreprise et l'attachement, l'initiative économique, et que par conséquent, il n'y a pas de raison pour que tout d'un coup, ils découvrent ces particularités qui ont fait l'histoire de notre univers occidental. Ça, ce sont des préjugés, et des préjugés extrêmement tenaces qu'il vaut mieux essayer d'évacuer. Il y a maintenant, à second point, il y a des choses qu'il est nécessaire de savoir avant de parler de ces années qui ont marqué la Russie. Premier point, c'est que, et là je m'élève contre les préjugés, si en effet, longtemps, les Russes n'ont connu ni la démocratie au moment où l'Europe la connaissait, pour des raisons, le temps me manque pour rentrer là-dedans, ni... D'abord, je vous rappelle que la démocratie est une invention relativement tardive des sociétés occidentales. En fait, s'ils n'ont connu ni cela, ni l'initiative économique, on peut dire qu'il y a eu tout de même deux moments révolutionnaires qui ont marqué l'histoire de Russie depuis le milieu du XIXe siècle et qui changent un petit peu le tableau. En 1861, l'abolition du servage, je dirais, invite les Russes
la Russie est une société paysanne, invite la société paysanne tout de même à prendre des responsabilités. Sans doute les institutions qui ont été mises en place ont été insuffisantes, mais au moins dans la foulée de cette révolution, on a mis en place des assemblées locales, les Zemstvo, qui malgré tout ont commencé à associer la société à son destin. Et puis surtout, la révolution de 1905 a complètement bouleversé le paysage politique de la Russie. À partir de 1905, un parlement existe, la Douma. 4 Doumas ont été élus entre 1905 et 1917, avec des systèmes électoraux larges au départ, moins larges ensuite, pour des raisons qui tiennent à la montée du mouvement révolutionnaire, mais en tout cas, un système parlementaire, pas parfait, pas peut-être totalement développé, mais a tout de même commencé à fonctionner, dont les Russes ont eu conscience, et quand on lit les procès-verbaux des 4 Doumas, on se rend compte qu'une classe politique se forme autour de cela. D'ailleurs, les élections au lendemain de la révolution de 1905, les élections de 1906 ont vu émerger une soixantaine de partis politiques dont les programmes sont extrêmement intéressants. Donc, si vous voulez, l'idée que la Russie n'a jamais su ce qu'était la marche vers la démocratie est inexacte. Tout cela a été interrompu par la révolution de 1917. De la même façon, à partir de 1880, la Russie, qui en effet était une société paysanne où l'État était le grand acteur économique, l'État ou les grands propriétaires, connaît une révolution considérable, une révolution économique, et vous le savez, vous avez fait des études d'économie, une révolution qui fait que ce pays s'engage dans un développement accéléré sur une très longue période à très haut taux. On n'a jamais connu un pareil développement qui va de 1880 à 1914, qui fait naître toute une vie économique. Sans doute le capital étranger est-il largement présent, sans doute les entrepreneurs étrangers tirent-ils la machine, mais néanmoins, une transformation de l'esprit économique russe s'opère, l'entreprise russe se développe, c'est-à-dire qu'il y a un patrimoine inachevé, mais qui tout de même a fait évoluer la Russie jusqu'en 1914. Bon, la Révolution a coupé court tout cela, et alors là, la Russie rentre dans une autre exception, qui est sa particularité. Elle a été sous régime totalitaire pendant 75 ans. Un régime le plus totalitaire de tous. D'abord, par sa durée. Aucun des systèmes totalitaires que nous connaissons n'a duré 75 ans. Le système hitlérien a duré 12 ans. Les systèmes communistes dans l'Est européen en ont duré 45. La Chine conserve certes son système totalitaire, mais elle n'en est jamais qu'à 54 ans. Et on peut dire que, je dirais, elle s'ouvre, au moins sur le plan économique, ce que l'Union soviétique n'a pas connu pendant 75 ans. 75 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 générations. Et 3 générations, ça veut dire qu'il n'y a pas de mémoire. Qu'il n'y a pas de mémoire d'autre chose et pas de connaissance d'autre chose. Car il s'agissait d'un système entièrement fermé, sans aucun lien. En Europe de l'Est, où le système totalitaire s'installe en 1945, il y avait des gens de la génération précédente, des gens qui savaient autre chose et qui étaient aptes tout de même à transmettre au moins une certaine expérience. L'Union soviétique, lorsqu'elle meurt et qu'elle laisse place à la Russie, laisse place à une société totalement démunie, qui n'a pas de mémoire d'autre chose et aucune connaissance d'autre chose. Bon, ça ne rend pas, je dirais, la société russe extraordinairement apte à évoluer très rapidement. Et une fois encore, pas d'autre cas de ce type. Pour tous les autres, c'est plus facile. Par ailleurs, ce qui est aussi particulier à la Russie, c'est que le traumatisme subi par la société à la fin du communisme est un traumatisme incomparablement plus considérable que dans tous les autres pays, pour plusieurs raisons. Regardez les pays de l'Europe de l'Est, car on a coutume de dire « Ah ben, regardez la Pologne, ça va très bien, ils savent faire la démocratie, ils savent faire l'économie de marché, on les prend en Europe, on est très contents, et on a raison. Et les Russes, ils savent rien faire. » Non, ce n'est pas exact, mais la vérité, c'est que la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, elle sort en 2 morceaux. Enfin, il sort un pays tchèque et un pays slovaque qui, depuis longtemps, se sont interrogés sur leur unité. Ces pays sortent à peu près dans la forme dans laquelle ils étaient rentrés dans le communisme, avec en plus, je dirais, une certaine sérénité, car le communisme, le système qui a opprimé la société, ils ne s'en sentent pas responsables. Ça a été importé, c'est une importation étrangère, ce sont des troupes d'occupation. Seule la Chine peut se vanter, comme la Russie, d'avoir fait son propre communisme, mais il ne s'agit pas de la Chine en ce moment. Mais la Russie, elle se trouve véritablement non seulement, je dirais, coupable. Il faut que
que vous compreniez ça dans la tête de tout citoyen russe. Il y a un sentiment de culpabilité. On a l'habitude de raisonner sur le sentiment de culpabilité que devraient avoir les citoyens allemands. Pourquoi pas les Russes? Il y a un nombre considérable de morts, de victimes du système en Russie. Ceux qui ont survécu, ils ont survécu parce que dans un système totalitaire, on se tait, on a peur. Ce que l'on reproche aux Allemands de n'avoir rien dit, les Russes se le reprochent aussi. Chacun, en se regardant, se dit si j'ai survécu, c'est parce que je me suis tué quand mon père a été enfermé, jeté dans le goulag ou assassiné. Bon, et ça, les Russes ne peuvent s'en prendre à personne. C'était leur système. Ailleurs, c'est très facile, on s'en prend aux Soviétiques, c'est-à-dire aux Russes. Le traumatisme, déjà, je dirais, de ce système qui a été subi, mais en même temps qui était un système de l'intérieur, est déjà, je dirais, un sentiment de culpabilité ou de malaise que l'on ne peut pas sous-estimer. Par ailleurs, il faut bien voir que ces Russes qui sortent du communisme en décembre 1991 se trouvent devant un pays qu'ils ne connaissent pas, avec lequel ils n'ont rien de commun. Mikhaïl Gorbatchev, président qui quitte le pouvoir à ce moment-là, dernier président de l'URSS, a eu cette parole, il a dit « Nous entrons dans un nouveau pays ». Il a parfaitement raison. Qu'est-ce que les Russes ont sous les yeux? Ils ont d'abord un pays qui, géographiquement, n'est pas le leur. L'État soviétique avait 22 millions de kilomètres carrés, un espace, c'était un État multiethnique, un espace considérable. La Russie n'en a plus que 17 millions. Vous me direz qu'une réduction territoriale, ça n'est pas dramatique. Réduction territoriale, pas si simple. Cette réduction territoriale implique la disparition, je dirais, des origines, des racines de la Russie, et la disparition de tout ce du rêve qu'il ouvrait au monde. Disparition des racines. Le berceau de la Russie, c'est quoi? C'est Kiev. Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine, et l'Ukraine, à partir de décembre 91, c'est plus la Russie. Bon, qu'est-ce que les Français penseraient si demain, on leur arrache Paris, et Reims, et Orléans? En quoi nous reconnaîtrions-nous? Je ne sais pas très bien. L'identité nationale souffre énormément lorsque, là où est née l'histoire, là où est né ce qui définit aujourd'hui l'identité, une des parts de l'identité, c'est la christianisation. Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que elle commence là. Tout ça n'appartient plus à la Russie. Donc la Russie se demande à quoi elle doit se reconnaître. Elle ne peut pas non plus se reconnaître dans ce qui a été tout le rêve historique, on peut dire depuis le XVIIIe siècle. Depuis que la Russie a pris son envol, ce qui lui a donné sa place dans le monde, c'est une expansion qui a été faite par Pierre le Grand et Catherine II, qui a transformé un continent replié sur lui-même en une puissance ouverte sur les mers, la conquête de la Baltique pour Pierre le Grand, celle de la mer Noire pour Catherine II. La Russie se retrouve privée de tout cela. Et il ne s'agit pas, si vous voulez, de conquêtes récentes, non, il s'agit d'un lointain passé. Alors, ce territoire, ce pays que les Russes regardent avec une certaine stupéfaction, il faut qu'ils s'y habituent, mais il est certain qu'ils en sont profondément désorientés. Et puis, il y a un facteur qui est encore plus dramatique, c'est le problème de la population. Et ça, je voudrais partir de là, parce que si on n'en le prend pas en compte, on ne comprend pas ce qu'est ce pays aujourd'hui. L'Union soviétique avait 250 millions d'habitants. C'était un pays multiethnique où les Russes représentaient grosso modo à la fin 51% de la population, comportant des ethnies, des cultures, des religions différentes, mais néanmoins un bloc de 250 millions d'habitants qui, depuis, j'ai évoqué tout à l'heure les 75 ans, qui depuis 75 ans avait le sentiment de former, les dirigeants soviétiques l'ont assez répété, une communauté d'un type nouveau, un peuple nouveau, le peuple soviétique, et tout d'un coup, à la place des 250 millions d'habitants, il n'y en a plus que 150 millions. Le seul avantage, je dirais, de cette transformation, c'est que la Russie qui sort de l'URSS, elle n'est pas homogène, mais elle est moins hétérogène que l'Union soviétique. Elle est russe à 80%, les 20% restants sont des autres. Bon, c'est déjà pas si mal, ça c'est un avantage, à 77%. Enfin, à cet égard, il y a une certaine unité. Encore que l'histoire de la Russie ait toujours été faite, depuis la nuit des temps, de la rencontre des peuples, de ce brassage de populations. Est-ce un bien ou est-ce un mal de se retrouver surtout entre soi? C'est une question que je ne trancherai pas si facilement. Mais, alors, revers de la médaille. Bon, d'abord, il y a 25 millions de Russes qui se retrouvent, par rapport aux 150 millions, qui se retrouvent coincés dans les États devenus indépendants,
où ils sont des citoyens de seconde zone. C'est déjà pour les Russes un problème immense, enfin, cette population qu'on ne peut pas rapatrier, pour des raisons, pour y revenir, peut-être je vais économiser le temps, on ne peut pas les rapatrier parce qu'il n'y a pas de place pour eux, parce qu'on ne peut pas offenser les autres pays, que l'avenir des relations de la Russie avec ceux qui deviennent non plus ses sujets, mais ses partenaires, suppose qu'elle leur laisse les cadres qui y étaient. Donc, 25 millions, c'est considérable par rapport à 150. Ce sont des Russes. Si encore ils étaient dans une situation confortable, ils sont dans une situation parfaitement inconfortable. Ils étaient, avant la fin du régime soviétique, les représentants du centre à la périphérie. Et puis tout d'un coup, ils sont les sujets de seconde catégorie, qu'on opprime pas mal, à qui on rend la vie impossible. Bon, c'est un sentiment, là aussi, très inconfortable pour une ancienne grande puissance. Je vous rappelle que la Russie, l'URSS en 1996, 97, 98, était encore une superpuissance. Une superpuissance dont le territoire est réduit, dont la population est réduite, qu'est-ce que c'est? Et plus fâcheux encore, alors là, la Russie est obligée de s'interroger sur son avenir physique, sur son avenir biologique. Car ce que la Russie a appris, ce que le régime soviétique lui a caché, et caché très soigneusement, c'est qu'il ne s'était pas contenté de massacrer les hommes, mais que d'une certaine façon, je dirais, l'état de dégradation dans lequel la société avait vécu les a abîmés physiquement. La société russe est une société en mauvaise santé, biologiquement en très mauvais état. Quand les recrues qui viennent au service militaire, on est en train de modifier le système. Sur 3 recrues, il y en a au moins une qu'on est obligé de renvoyer dans ses foyers. Et on n'est pas très large sur le renvoi dans les foyers, tout simplement parce que les gens sont mal faits, ils ont des maladies congénitales, ils ont des tas de choses, ils ont des tares. Mais plus grave, la mortalité du pays est considérable, et le résultat, c'est que c'est un pays qui perd. La mortalité, l'espérance de vie n'a cessé de raccourcir, non pas, et alors là aussi on dit n'importe quoi, on dit la Russie post-soviétique, après le communisme, les gens vivent si mal que leur espérance de vie ne se raccourcit pas du tout. L'espérance de vie a commencé à baisser, à décliner à partir de 1970, c'est-à-dire 30 ans avant la fin du système soviétique. Alors il ne faut pas dire n'importe quoi, et ça explique l'état de la Russie aujourd'hui. L'espérance de vie a tellement bien baissé que l'espérance de vie des hommes, celle des femmes a moins baissé, pour des raisons évidentes. Elles boivent moins, elles fument moins. L'espérance de vie des hommes, qui se situait autour de 62-63 ans en 1970, ce qui n'était pas extravagant par rapport à toutes les statistiques occidentales, est tombée à 56 ans, 56 ans et demi. C'est un phénomène qu'on ne voit nulle part. Il n'y a pas de pays, sauf en temps de guerre et en temps d'épidémie, où l'espérance de vie se raccourcisse alors que partout elle s'allonge. Les femmes ont une espérance de vie meilleure parce qu'elles ont certainement, je dirais, plus de ressources, plus d'énergie et une hygiène de vie peut-être supérieure. Espérance de vie raccourcie et mortalité infantile épouvantable, sur laquelle longtemps le régime soviétique a préféré faire le silence. Alors la conséquence de cela, c'est que la Russie, depuis que les statistiques sont franches, la Russie perd 1 million de personnes par an. C'est une population qui ne se renouvelle pas et qui ne remplace pas ceux qui meurent prématurément, que ce soit dans la petite enfance ou aux alentours de 57 ans. 1 million par an de population qui disparaît, ça veut dire qu'en 10 ans, dans les 10 années qui viennent de s'écouler, la Russie a perdu 10 millions d'habitants. Et probablement plus, parce que, malgré tout, les Russes, qu'on appelle les pieds rouges, les Russes qui se trouvent coincés dans les États de la CEI, c'est ce qu'on appelle l'étranger proche, tout de même un certain nombre ont fait mouvement vers leur pays d'origine. 4 à 5 millions sont revenus. C'est-à-dire que la perte humaine est plus que ça. Les projections que l'on fait, et pour l'instant rien n'indique qu'il y ait un baby-boom. Hein. D'abord pour une raison très simple, c'est que pour que des enfants naissent, il faut qu'il y ait des gens capables de les produire. Hein. Les gens qui ne sont pas nés n'ont pas d'enfants. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, 250 millions d'habitants, la population russe est descendue à 139, et toutes les statistiques montrent que vers 2050, la population, si rien ne bouge, la population de la Russie tombera à 100 millions ou 90 millions d'habitants. Ça, ce sont les études qu'on fait en Russie aujourd'hui. Quel est le pays qui peut regarder, et la société qui peut regarder de sang-froid, cette mort lente? Il y a des pays où la natalité est faible, tout ce qu'on voudra.
Mais une telle dépopulation, c'est quelque chose d'absolument terrifiant, et rien n'indique que l'on aille vers un redressement de la situation. Alors longtemps, il y a eu un silence de mort sur ce sujet. Sous le régime soviétique, il était impossible d'ouvrir la bouche, et si on évoquait cela, on se faisait traiter d'agent de la CIA. Maintenant, depuis quelques années, et surtout celui qui en est le plus conscient, c'est le président Poutine, qui, il y a 2 ou 3 ans, a commencé à évoquer le sujet, à dire, eh bien, nous sommes dans une situation épouvantable. Et on ne sait pas comment on redresse ça. Bon, si j'ai évoqué, je dirais, ces points préalables, c'est pour vous dire que la population de la Russie, la société russe, parce qu'on y reviendra, c'est un des points, je dirais, des propositions de Poutine aujourd'hui, la société russe est une société qui souffre, qui est dans un état de souffrance profonde. Elle ne parle pas des attentats ni de rien de tout ça. Qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde un pays qu'elle ne reconnaît pas, des racines dont elle ne sait pas où elles sont. Elle se regarde mourir, parce que c'est ça, cette dépopulation. Et elle se sent coupable des 75 ans écoulés. Bon, les gens de 20 ans, ils ne se sentent pas coupables, ils n'étaient pas nés, ce n'est pas leur problème. Mais une société n'est pas faite que des gens de 20 ans, et d'ailleurs c'est une société qui vieillit. Et de surcroît, la Russie, les Russes sont humiliés. Ils sont humiliés parce que, je l'évoquais tout à l'heure, ils sont, sauf les petits-enfants qui naissent depuis 10 ans, ils sont nés dans une superpuissance que le monde respectait, et ils se retrouvent dans un pays dont on dit partout dans le monde, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce pays de sauvages? Ils ne sont pas capables de réussir leur transition comme le font les Slovènes, les Polonais, etc. Ce sont les plus nuls de l'ancien monde communiste. Et la conclusion, c'est une conclusion dramatique pour tout Russe. On dit, d'ailleurs, c'est bien évident, ce ne sont pas des Européens, ce sont, on ne sait pas dans quelle catégorie les situer. Bon, c'est absolument dramatique. Ça, je voudrais que vous le compreniez, parce que je vais y venir tout à l'heure en vous parlant de la société. Donc il y a un sentiment de désarroi de la société, qui, en 1991, n'a pas pris corps tout de suite. Il n'a pas pris corps tout de suite, parce que le communisme est mort dans un moment, je dirais, d'exaltation. Il y a eu 2 phénomènes qui sont apparus simultanément au cours de l'année 91. D'une part, la décomposition de l'Empire. Alors il ne faut tout de même pas oublier en plus que la Russie toute seule, ce sont les Russes qui ont décidé que l'Empire devait partir. L'homme qui a eu le courage de le dire s'appelle Boris Eltsine. Il a dit à l'ensemble de ceux qui constituaient l'Empire soviétique, il a dit, écoutez, vous voulez partir, vous partez. Bon, on n'a pas vu souvent ça. Les phénomènes de décolonisation ne se passent pas comme ça. Non seulement personne ne demandait à la Russie, à l'Union soviétique de se décomposer, mais j'ajouterais que regardez en arrière, pour ceux d'entre vous qui ont des archives ou qui ont l'intérêt, la curiosité de regarder ça sur un site internet, en 91, les chefs d'État occidentaux disaient attention, attention, que tout rien ne bouge, cette Union soviétique, c'est pas si mal que ça. Hein. Personne n'avait envie que ça tombe. Bon, c'est de Russie qu'est venu le sentiment qu'on ne pouvait pas continuer à avoir l'Empire, que peut-être que c'est l'Empire qui avait étouffé la Russie. Et on voit se passer ce qu'on a appelé la parade des nationalités, c'est-à-dire toutes ces nations et nationalités qui ont découvert qu'elles souhaitaient être indépendantes, dans une espèce d'exaltation. Donc, si vous voulez, il y a eu un moment comme ça où l'ensemble du pays était soulevé par l'enthousiasme. Alors, en plus, s'ajoute, si vous voulez, dans cette fin d'Union soviétique, l'émergence d'élections presque libres. On n'avait jamais vu ça. Depuis 1988, ça commence avec le soviet de 88, mais surtout en 91, alors, Boris Eltsine, qui est un homme politique qui émerge dans la vie politique du pays très fortement, se pose en candidat à la présidence de la Russie. Et les Russes, la population russe, celle dont nous parlons, a eu à élire un homme que le président de l'Union soviétique existait encore, traitait de voyou et disait tout ça c'est illégal. Et ce Boris Eltsine réussit, dans un même élan, à se faire élire président, à ressusciter la Russie. Moi, vous savez, je me souviens, j'étais à Moscou à ce moment-là. Boris Eltsine a fait hisser le drapeau russe sur le Kremlin à côté du drapeau soviétique. Les Russes ne savaient pas ce que c'était que le drapeau russe. Ils connaissaient que le drapeau soviétique. Ils ont vu ce drapeau aux 3 couleurs. Les gens se rassemblaient sur la place rouge. Ils disaient « Ah, c'est le drapeau de nos ancêtres ». Et il a poussé Gorbatchev, il a poussé ses bureaux, il a dit « Excusez-moi, le Kremlin, Moscou, c'est la Russie désormais. Et l'URSS, allez vous mettre où vous voulez ». On comprend très bien qu'il n'y avait plus de place pour l'URSS. Ça se passait
au printemps 91, toute cette affaire. Mais tout ça, c'est une exaltation. Les Russes se sont sentis soulevés tout d'un coup. On ne parlait pas d'eux. Dans l'URSS, tout le monde avait sa place, mais la Russie n'avait pas de vraie place. Elle conduisait tout, on conduisait tout en son nom, et les Russes n'existaient pas tellement. Tout d'un coup, ils se sentent russes, ils étaient enchantés. Bon, il y a eu cette phase d'exaltation, les gens votaient, tout ça allait très bien. Et puis est venu le temps de la réflexion. Alors, ce sont ces temps de la réflexion qui commencent en 91, en décembre 91, le 31 décembre 91, que je vais évoquer. Je ne vais pas vous faire le détail des opérations, je vais vous expliquer à peu près comment ça se situe pour vous indiquer quels sont aujourd'hui les grands problèmes de ce pays. Alors, on peut dire qu'il y a eu trois phases de ce qui s'appelle la transition, à savoir quand s'achève la transition, on va le voir, et quel bilan il faut en tirer. La première phase, c'est cette phase exaltée qui va du 31 décembre 1991, avec la Russie et l'URSS qui disparaît, et c'est-à-dire du 8 janvier 1992, quand l'acte de décès de l'URSS a été signé dans une petite cabane de Biélorussie par le président russe, puisqu'il y avait ce président élu qui était Boris Eltsine, le président ukrainien et le président de Biélorussie. Et ça va, je dirais, jusqu'en 1996, jusqu'à l'élection de Boris Eltsine. Non pas un second mandat, c'est assez amusant, parce qu'au fond, son premier mandat était un mandat tout à fait particulier. Il était président de la Russie dans le cadre de l'URSS. On peut dire que c'est en 1996 qu'il a son premier mandat de président de la Russie sans URSS. Bon, la seconde phase va de cette élection jusqu'au mois d'août 1999, jusqu'au jour où Boris Eltsine se trouve un successeur qui s'appelle Vladimir Poutine et qu'il met en place le 31 décembre 1999. Et la troisième phase, c'est le premier mandat de Vladimir Poutine qui va de mars 2000 à 2004. Il a été réélu là. Nous sommes dans un second mandat qui doit s'achever en 2008, je vous en dirai un mot, mais c'est le premier mandat qui est important, parce que c'est là qu'on peut tracer un bilan. Bon, alors, le maître mot de cette Russie qui naît, où Boris Eltsine prend le pouvoir vraiment des rênes du pays, jusqu'alors il était une sorte de président illégitime, parce qu'il y avait l'URSS, et on ne savait pas quel droit il avait à gouverner quoi. Il se retrouve au pouvoir, et je voudrais vous dire tout de suite que Boris Eltsine, qui a été très moqué, dont on a dénoncé l'alcoolisme, l'aventurisme, etc., est un homme dont je crois que c'est maintenant que le temps historique commence à jouer, que l'on peut regarder en arrière, est un homme qui est caractérisé par plusieurs traits. Il est caractérisé d'abord par une intuition politique formidable. C'est un animal politique. Ça n'est pas un être très raffiné, je dirais que c'est un produit du système soviétique. C'était un ingénieur dans une discipline technique, pas de première catégorie. Ce n'était pas un grand ingénieur, c'était un ingénieur qui a vécu l'essentiel de sa vie dans son Oural natal. L'Oural, c'est une région dure, extrêmement dure aux hommes. J'y insiste parce que ça explique la suite de l'histoire. Pour survivre, surtout dans le régime soviétique, qu'est-ce qu'on avait ? À part faire son travail mollement, comme tout le monde en Union soviétique, il y avait le sport. Boris Eltsine est un grand sportif, et surtout l'alcool. L'alcool qui maintient les liens sociaux, qui réchauffe, etc. Pas étonnant que cet homme buvait beaucoup, parce que ça fait partie du mode de vie de l'Oural. Il n'est pas né dans une ville raffinée de la Russie d'Europe. Il a vécu l'essentiel de sa vie, là où, véritablement, l'homme se défend comme il peut contre une nature dure et contre un système qui était particulièrement dur à ce moment-là. Et là-dedans, il a toujours fait preuve d'une intuition politique extraordinaire. Son second trait, qui est très intéressant, c'est une franchise incontestable. Boris Eltsine n'est pas un menteur, c'est un homme politique qui dit les choses comme elles sont. Quand il se définissait, et là je vous rapporte les propos qu'il m'a tenus, parce qu'il se trouve que je l'ai beaucoup vu dans ses débuts. J'ai accompagné ses campagnes électorales, ça m'a beaucoup amusé. Et ce qu'il disait, moi, vous savez, je ne suis pas un intellectuel. Je ne suis pas ce que le système soviétique a produit de plus raffiné. Je suis un apparatchik. Et en tant qu'apparatchik, je fais ce que je sais faire, mais je ne sais pas au-delà. Ce qui veut dire, si je cite ça, c'est qu'il a très vite pris conscience
qu'il était arrivé au sommet du pouvoir dans son pays, mais qu'en même temps, pour le programme qu'il avait engagé, la transformation du pays, la marche vers la démocratie et l'économie de marché, il faisait de son mieux, mais sa formation d'apparatchik pesait sur lui. Il était né là-dedans. J'ai évoqué tout à l'heure les 75 ans du régime soviétique. Boris Eltsine, qui est né en 1930, il avait des parents qui étaient presque des adolescents à la Révolution. D'où aurait-il tiré une mémoire d'autre chose? Il n'en avait pas, il ne savait rien. Et il a été forgé par ce système. Et évidemment, avec les moyens que lui a donné ce système, il a essayé d'agir et de construire quelque chose de différent, c'est-à-dire la démocratie. Mais il ne trichait pas, si vous voulez, avec ce qu'il était. Alors, on lui a expliqué, il a appris que la démocratie, c'était des élections, des institutions et l'économie de marché. Bon, très bien. Si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez que ce n'est pas simple pour un homme qui sort du communisme. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Alors, il a fait appel, c'était la grande mode, à des experts occidentaux qui lui ont expliqué que l'économie de marché, c'était la liberté totale, la liberté des prix, la liberté de l'emploi, etc. Et c'est comme ça qu'il a... le rôle des experts occidentaux était considérable. C'est comme ça qu'il a accepté, qu'il a porté le programme de la thérapie de choc que lui a proposé son Premier ministre, Gaïdar, un garçon très brillant, très remarquable. Mais lui aussi, si vous voulez, Gaïdar avait 35 ans à l'époque. Il était né dans le système soviétique, il était le fils d'un dignitaire soviétique. Qu'est-ce qu'il connaissait du reste du monde? Il savait ce que lui disaient les experts qui venaient de Chicago ou de Suède et qui lui expliquaient qu'il fallait y aller sans aucune précaution. Et on a construit cette thérapie de choc dont les intellectuels russes ont dit c'est sûrement pas une thérapie, mais c'est un choc, ce qui est la stricte vérité. Une thérapie qui a reposé, avec l'idée qu'il fallait aller très vite, qui a reposé en premier lieu sur la libération des prix. Et les privatisations, j'en dirai un mot tout à l'heure. La libération des prix, ça voulait dire que du jour au lendemain, dans une société où la société, je dirais, vivait très très modestement, mais où tout était contrôlé, médiocrement, mais tout lui était accordé, tout d'un coup, elle s'est trouvée, des gens qui n'avaient pas de ressources se sont trouvés devant des prix qui se sont envolés, avec des salaires qui ne bougeaient pas. Ils ont commencé, ça a été dramatique, les gens ont commencé, ils ont fait quoi? Ils ont sorti leur compte d'épargne, ils ont commencé, l'inflation a galopé, ils ont commencé par sortir l'argent qu'ils avaient, chacun avait un petit compte d'épargne, parce qu'on ne pouvait pas dépenser dans le système soviétique, il n'y avait rien à acheter. Et comme disait un économiste de mes amis, l'intéressant dans le système soviétique, c'est que les gens n'avaient rien, il n'y avait rien dans les magasins, mais néanmoins, ils avaient chez eux ce qu'on ne voyait pas dans les magasins et ce que leur salaire ne leur permettait pas d'acheter. Les rapports avec l'argent étaient déjà des rapports extraordinairement mystérieux, qui tenaient évidemment à toutes les filières grises du système économique. Bon, mais en tout cas, le système, d'un coup, a implosé et la société s'est trouvée extraordinairement démunie devant cela. Alors, je voudrais dire... Je ne peux pas, une fois encore, le temps m'interdit de rentrer dans le détail, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi derrière ce qui peut paraître imprudence, il y a eu tout de même une idée qui a porté Eltsine et Gaïdar, même si Gaïdar aujourd'hui n'a pas très envie de le reconnaître. C'est l'idée que le communisme était quelque chose de monstrueux, une hydre qu'on ne peut pas briser comme ça, que miraculeusement on a pu briser, mais qu'il fallait tuer. Et que pour la tuer, il fallait couper tout de suite tous les liens avec le système. Et couper tout de suite tous les liens avec le système, ça supposait casser des mécanismes. D'où l'idée des privatisations à tout va, qui ont été désastreuses, sauf les petites privatisations, et d'où l'idée de cette libéralisation des prix. Ils se sont dit qu'après ça, le système ne pourrait pas se reconstruire. C'est-à-dire qu'il y avait tout de même une logique politique derrière un programme économique. Est-ce que la logique politique était si bien calculée que ça? C'est une autre question. Bon, alors, en tout cas, l'idée de rompre avec le communisme a tout de même été une idée pas fausse, dans la mesure où, clairement, le communisme n'était pas revenu, et il a manqué à plusieurs reprises de revenir, j'y reviendrai. Alors, cela dit, devant cette thérapie de choc, qui était un choc, la société a été complètement perdue. Bon, il y a eu les dégourdis, on y reviendra tout à l'heure, mais en dehors des dégourdis, de ceux qui se sont appropriés la richesse publique et qui étaient en position de le faire, l'homme ordinaire
il a vu fondre son compte d'épargne, tout simplement parce qu'il essayait de survivre dans son désarroi, dans un système dont il ne savait rien. Il a vu s'effondrer absolument les salaires, pas de filets sociaux, et la société a été complètement affolée. Il y avait un parlement en Russie. Et ce parlement a compris, et on entre dans un processus politique extraordinairement intéressant à partir d'un projet d'abord économique, mais on parle de démocratie. Hein. Les deux maîtres mots de la transition, c'est démocratie, économie de marché. Démocratie, ça veut dire que le Parlement est tout-puissant. Bon, le Parlement, il a voulu se saisir du problème. Il a compris qu'il pouvait se tailler une place dans le système politique en se posant en défenseur de la société, contre le président et contre ses projets, et contre son gouvernement. Alors, c'est le moment, dans cette année 92, qui a été très agitée, où l'on a élu à la tête, où le président est élu à la tête du Parlement, puisque tout change, un homme du Caucase, Khasbulatov, ambitieux politique, car les ambitions politiques apparaissent. Hein. On est dans un temps où il n'y a plus de partis pour organiser la lutte politique. Il y a des partis, mais qui sont des organisations. Dans le système soviétique, tout était guidé par le Parti communiste. Tout d'un coup, ça se fragmente. Et évidemment, dans la fragmentation politique, chacun, autour de quelques organisations ou quelques regroupements, essaye de se tailler un rôle. La lutte politique devient une lutte politique beaucoup plus sauvage. Alors, le Parlement, dirigé par Khasbulatov d'ailleurs, a voulu jouer un rôle et a voulu se poser en représentant de la société. Au fond, la thèse qui prévaut face à la thèse de la transformation économique, c'est une thèse qui a été défendue d'ailleurs par un homme tout à fait estimable qui aurait fait 10 ans plus tard un bon président de la Russie, mais qui est mort hélas, qui a été le maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak. Sobchak, qui était un juriste infiniment intelligent et occidentalisé, lui disait il faut un régime parlementaire, précisément parce que sortant de la dictature communiste, c'est le Parlement qui nous sauvera. Bon, le débat commence très tôt. Alors, bataille parlementaire entre le Parlement et le président. Les deux forces étaient presque à égalité, parce que Eltsine avait des pouvoirs importants, mais en même temps, le Parlement, avec la société derrière lui, estimait qu'il fallait destituer Eltsine. Eltsine a opposé à ses projets de destitution, et d'ailleurs à la fronde parlementaire, l'idée d'un régime présidentiel, d'un pouvoir présidentiel en Russie, avancer le projet d'une dissolution du Parlement, qui a senti passer devant du boulet, et on arrive à la tragédie de l'automne 93, où l'on a le Parlement qui se retranche dans ses bâtiments et Eltsine qui fait tirer dessus. C'est un détournant de l'histoire de la transition, parce qu'on peut dire que depuis, d'abord, si vous voulez, on a l'impression de la fin du consensus, l'épreuve de force qui peut faire basculer l'ensemble du rêve démocratique. Et puis deuxièmement, depuis la déstalinisation, depuis que le pouvoir soviétique a été obligé d'avouer, avec précaution, Khrouchtchev n'a pas nié parler carrément, mais enfin, que malgré tout, que le régime avait tué, martyrisé la population de l'URSS. Depuis ce temps-là, il y a eu une sorte d'accord fait entre le pouvoir et la société, que le sang ne coulerait plus. Et dans cet automne 93, le sang coule. 150 morts dans l'assaut porté au Parlement. Ça veut dire que le tabou du sang, c'était ce que je voudrais que vous compreniez, parce que c'est très important, c'est que la société n'en finit pas de prendre des coups. Elle a pris les coups, je dirais, le désarroi devant la décomposition du système de protection sociale et économique auquel elle était habituée, et tout d'un coup, elle voit ressurgir ce sang. C'est-à-dire que, pour elle, ça veut dire que peut-être que tout le système, toutes les garanties qu'on lui a données, toutes ces promesses, vont refaire place à n'importe quoi. Et dans cet automne 93, on peut s'interroger, Eltsine gagne la partie, on peut s'interroger, et il y a eu des pressions sur lui, pour savoir si, après tout, il ne faut pas établir une dictature de fer, et s'il ne faut pas renoncer à toutes ces histoires parlementaires et autres. Alors, je dirais que la surprise, ce qui a démenti toutes les mauvaises langues, c'est que tout de même, les élections ont eu lieu. Il a eu le courage, 3 mois plus tard, de faire des élections, alors qu'il y avait un tel traumatisme social, des élections parfaitement correctes, je peux vous l'assurer, et dans la foulée, de faire adopter une constitution, une nouvelle constitution, dans laquelle il tirait évidemment
les conséquences du conflit qui avait eu lieu, c'est-à-dire une constitution qui établit un véritable pouvoir, une autorité présidentielle incontestable au sein du système et au sein de l'exécutif. Bon, c'est dire que, si vous voulez, les parlementaires qui vont être élus ne sont pas contents du tout, mais les élections ont lieu, elles se passent normalement, et tout de même, le rêve démocratique est sauvé. Alors, dans cette période qui va s'achever, 94-95, je dirais que le pays continue à vivre. Dans cette période, surgit un problème qui va traverser tout le temps sur lequel nous réfléchissons, c'est le problème tchétchène. Car ce problème s'entremêle complètement avec l'histoire politique et économique de la Russie. Alors, comment commence ce problème? Il apparaît, le conflit tchétchène, le conflit potentiel, apparaît dès 1991. Vous savez qu'en 1991, Boris Eltsine, qui a accordé l'indépendance à tous les États de la Fédération. Alors, pour ceux pour qui ça n'est pas tout à fait clair, je rappelle que le système soviétique était composé d'une part de républiques, des fameuses républiques souveraines, et puis à l'intérieur des républiques, de républiques autonomes qui n'étaient pas souveraines. Et la Russie en comptait un grand nombre. Alors, ce qu'Eltsine a accordé incontestablement, c'est l'indépendance aux républiques souveraines. Ça faisait partie d'ailleurs du pacte de 1922, même s'il était tout à fait mythique. Il y a eu des responsables de républiques qui, dans l'histoire soviétique, ont eu l'idée un jour de dire on aimerait bien être indépendant, on les a mis dans des maisons de fous et l'affaire s'est arrêtée là. Mais il n'empêche que, si vous voulez, le mythe de leur possible souveraineté a toujours existé et que leur départ s'est opéré tout naturellement. Mais la composition de la Russie en 1991, après le départ de ces républiques, s'opère sur la base d'un accord, et la communauté des États indépendants qui se forge à ce moment-là, dans des conditions tout à fait rocambolesques, part d'un principe, c'est que les frontières des États nés de la décomposition de l'URSS sont intangibles. En d'autres termes, que les entités comprises à l'intérieur de ces États, elles n'ont qu'à ne pas bouger. Il n'empêche qu'Eltsine, qui était à la fois intuitif et spontané, il n'a pas vu très loin le problème, et je dirais pour faire taire un certain nombre de volontés qui s'exprimaient très fort, et notamment les Tatars. Alors, c'est un mot sur la République tatare, ça se rejoindra le problème tchétchène. Bon, à l'origine, je dirais, au cœur de la Russie, on a les Tatars qui ont dominé la Russie pendant près de 3 siècles, et ils ont une république, d'ailleurs à moitié peuplée de Russes, et ils ont une très forte personnalité. Il s'agit d'un très vieux royaume, d'un très vieux khanat. Les Tatars sont musulmans, ils ont été défaits par Ivan le Terrible en 1552, ils ont conservé le souvenir de cela, et un sentiment national très aigu, une culture propre, un sentiment national aigu, ce qui fait que ils ont tout de suite pensé qu'en 1992, qu'après tout, ils pouvaient discuter avec Eltsine. Dans la tête de tout Russe, il y a le souvenir que les Tatars ont tout de même dominé la Russie pendant 3 siècles, et Eltsine s'est dit, après tout, les Tatars, ils sont enclavés en Russie, ne discutons pas, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ce qui fait que les Tatars ont eu un régime de très large autonomie, dont ils ont profité abondamment. Ils ont des lois qui sont souvent leurs lois propres. Enfin, tout ça a un air assez dispersé. Mais une fois encore, les Tatars, il y a 50% de Russes là-dedans. L'histoire de vie commune commence en 1552. Eltsine, à ce moment-là, dit cette phrase. Alors, si vous voulez, c'est très dangereux quand on dit quelque chose, parce que chacun l'entend dans une situation conflictuelle, chacun l'entend à sa manière. Il avait dit qu'il acceptait l'indépendance des républiques souveraines, et il a dit que tous prennent, tous, on ne sait déjà pas qui étaient tous, autant. Alors, il semble qu'il ait plutôt dit autant de souveraineté qu'il le peut. Souveraineté, c'est un terme vague. Et ce qui a été entendu par les Tchétchènes, autant d'indépendance que vous le pouvez. Et les Tchétchènes se sont dit... Alors, les Tchétchènes sont dans une position différente des Tatars. Ils ne sont pas enclavés. Ils sont enclavés, mais au bord, il y a la Géorgie. Hein. C'est une situation qui n'est pas la même. Et les Tchétchènes, les Tatars sont soumis depuis 1552. Les Tchétchènes, depuis 1856, détestent les Russes les détestent, et ils n'ont pas arrêté de se faire des mauvais coups. En plus, les Tchétchènes ont été déportés par Staline, qui leur a organisé un véritable génocide. Bref, ils ne l'aiment pas, ça, il faut bien le dire. Alors,
c'est un peuple incommode, il n'y a pas de doute. Ils ont décidé qu'ils s'organisaient de façon indépendante, tout à fait. Et Eltsine a fermé les yeux dessus pendant 4 ans, de 91 à la fin, au milieu de l'année 94, ou à la fin de l'année 94. Mais ces Tchétchènes étaient des gens insupportables, ça il faut bien dire la vérité, quitte à choquer quelques-uns ici, je dirais, bon, ils ont une civilisation particulière, notamment le rapt contre rançon, ça fait partie de leur mode de vie. Ils ont toujours pratiqué ça, tout au long de l'histoire. Avant l'invasion russe, après, c'est une habitude qu'ils ont, sauf sous le régime soviétique, où on ne pouvait pas se payer ce genre de plaisanterie. Ils sont, je dirais, un certain caractère mafieux. Ce sont des gens charmants, hein, ne croyez pas. Mais un certain... Non, mais, mais il faut comprendre qu'ils ont un mode de vie qui ne s'accommode pas d'une Russie qui va être européenne. Ils sont un peu mafieux. Dans leur indépendance, ils se sont comportés, la Tchétchénie, placée comme elle l'était, a été le triangle de la drogue, du vol de pétrole et du trafic d'armes. C'était géographiquement possible, plus d'ailleurs quelques enlèvements contre rançon. Tout ça a fait, je dirais, un paysage assez déconcertant. En plus, les Tchétchènes avaient été organisés en commun avec leurs voisins ingouches par le régime soviétique. Une fois encore, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Mais ils avaient toujours tendance, après la séparation, à considérer que les ingouches pouvaient ne pas avoir tort. Et je dirais que la situation dans ce Caucase, dans cette partie du Caucase, qui est très compliquée parce que ce sont tous des peuples différents, se dégrade très vite au début de ces années 90 parce que les ingouches, eux, ils détestent leurs voisins ossètes, ceux qui viennent de subir la prise d'otages. Et ils les détestent parce que dans les arrangements de Staline, qui étaient des arrangements délibérés pour que les peuples se haïssent et n'arrivent pas à vivre un nationalisme paisible, il avait mis des ingouches chez les ossètes. Alors, on entre dans une espèce de guerre entre nationalités qui sont à l'intérieur de la Fédération de Russie. Bon, une fois encore, c'est très compliqué, mais ça veut dire que le tableau du Caucase, dans l'année 94, commence à devenir très trouble, jusqu'au début de l'année 95, où apparaît alors au premier plan un individu dont vous entendez tout le temps parler, qui est Chamil Bassaïev, qui s'avise d'organiser une prise d'otage dans un hôpital, 1000 personnes, hein, et qui commence à faire de l'agitation dans toute la région. Alors là, évidemment, c'est le début de la guerre. Les Russes, Eltsine s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Il a un parlement tout de même, une société qui n'est pas contente, et on s'engage dans la guerre, dont la Russie pense que c'est une agréable aventure militaire et qu'on va très vite se tirer d'affaire et en finir. Bon, on est en 2004, 10 ans, et l'affaire continue. Mais c'est pour vous dire que, déjà, le tableau, vous avez, dans cette première phase, Bassaïev, vous avez les prises d'otages, et vous avez un Caucase qui, autour, commence à s'agiter. On comprend le désarroi de la Russie aussi. Alors, je ne fais pas de plaidoyer pour qui que ce soit, mais je voudrais que vous compreniez qu'il y a un fil rouge tchétchène qui traverse toutes ces années, qui sont des années difficiles. Alors, la deuxième phase, c'est la phase qui commence à la fin en 1995, avec les élections législatives et les élections présidentielles de 1996, et qui marque le second mandat d'Eltsine. Alors c'est une phase tout à fait différente. Dans la première phase, Eltsine a été porté par la confiance de ses administrés. Il était tout de même, malgré le désarroi social, bon, les gens n'avaient pas l'idée qu'on pouvait faire autre chose. Il avait gagné sur le Parlement en 1993. On ne savait pas très bien ce qu'on ferait. On a d'ailleurs dit, une fois encore, si vous vous reportez à un site internet, vous le verrez, on a beaucoup raconté en Occident que comme sa situation était compliquée, que l'opposition montait, qu'il n'était pas en très bonne santé, qu'on commençait à s'apercevoir qu'il buvait exagérément, sa réputation se gâchait, les rivaux apparaissaient, et par conséquent, qu'il ne ferait pas d'élections, ni législatives, ni présidentielles. Il fait des élections législatives. Et ce qui monte à ce moment-là, c'est une opposition communiste. Les communistes ont été silencieux. Il avait été question complètement de les interdire, on leur a fait un procès. Donc, ils sont restés tranquilles pendant 3 ou 4 ans. Et puis, ils se réorganisent autour d'un leader qui est Zyuganov, qui a été le leader jusqu'à ces dernières années. Et il remporte aux élections législatives de 1995 un franc succès, puisqu'il remporte 35% des sièges à la Douma. 11% en 1993, 35% en 1995. Ça veut dire que les communistes peuvent revenir.
Et du même coup se pose la question de l'élection présidentielle. Est-ce que dans cette espèce de flambée de mécontentement où le Parti communiste apparaît comme le centralisateur, est-ce qu'on peut faire des élections présidentielles sans danger? Là encore, on a accusé Helsinki sur tous les tons de vouloir supprimer l'élection présidentielle jusqu'à la dernière minute. Nombre de journaux écrivaient qu'ils ne la feraient pas si les élections ont lieu. Et elles ont eu lieu presque sur le fil du rasoir. Ça a été très difficile. On peut dire que c'est par une manœuvre politique remarquable où Helsinki a mis dans son camp un homme dont l'étoile monte, qui est le général Lebed, qui réussit à négocier la paix en Tchétchénie au même moment, que Helsinki, pratiquement, manifestement, il lui a pratiquement promis de le prendre comme Premier ministre. Il n'en fera rien du tout parce qu'il est beaucoup trop intuitif pour prendre comme Premier ministre un homme dont l'étoile monte. Mais Helsinki gagne l'élection dans des conditions très compliquées. Il était déjà très malade. C'est là qu'il est allé danser sur des estrades pour montrer qu'il était en bonne santé. Il s'est écroulé à la fin des élections. Néanmoins, sur le fil du rasoir, il l'emporte sur Zyuganov au second tour. Et là, si vous voulez, la Russie qui s'est demandé au fond, après le triomphe communiste aux élections législatives, on n'allait pas retourner sous les communistes. Et vous savez, les communistes gagnent des élections dans les pays de l'Europe de l'Est. On commence à les gagner dans les pays de l'Europe de l'Est. Donc, la fin du communisme est encore mise en question en 1996. La victoire d'Helsinki montre qu'en définitive, la société russe sait se reprendre et qu'elle ne se redonnera plus aux communistes. Ça, c'est un des résultats extraordinairement importants. C'est une victoire de la démocratie, véritablement, même si les années 95-96 ont été aussi marquées par cette remontée des communistes. Alors, cela dit, c'est un mandat d'Helsinki qui est un mauvais mandat. C'est un homme malade, c'est un homme qui est discrédité dans le monde, probablement parce que dans ses diverses apparitions, on ne sait plus ce qui tient à de mauvaises habitudes de boisson ou à la maladie. Tout cela rend la situation confuse. Et puis, on peut dire qu'il n'a pas l'autorité dont il disposait, notamment avec un Parlement peuplé de communistes. Dans la première phase, il avait gagné contre le Parlement parce qu'il avait fait tirer dessus. On ne peut pas recommencer une seconde fois. Dans ce second mandat, son conflit avec le Parlement débouche sur un blocage complet de toutes les propositions qu'il fait. Le Parlement bloque tout. Et on peut dire qu'on ne vote ni la loi sur la propriété, tout ce qui est nécessaire pour débloquer l'économie, la propriété, l'existence du code des impôts, tout ça est gelé par le Parlement. Et Helsinki ne peut au fond que gouverner en menaçant le Parlement de représailles, mais il sait que ces représailles, il ne peut pas les organiser. Plus que ça, le Parlement a le projet de voter cette institution, et ça se passera, je dirais, à ric-rac. À plusieurs reprises, le Parlement décide d'organiser des votes pour mettre Helsinki en accusation, pour avoir liquidé l'Empire, pour avoir mis en procès les communistes, etc. Donc sa position est absolument infernale. Il y a autour de lui, parce qu'il est malade, une valse des prétendants dans cette période. Quelque chose contribue à sa mauvaise réputation. On voit apparaître à ce moment-là, je dirais, une corruption généralisée dont la famille Helsinki n'est pas indemne, loin de là. C'est à ce moment-là qu'apparaît dans le paysage politique la notion de la famille. La famille, c'est la famille d'Helsinki qui protège des prétendants, qui protège des jeux politiques. Et tout cela fait que le second mandat d'Helsinki apparaît véritablement comme une période de déclin du projet démocratique, ou de paralysie du projet démocratique, de déclin des élites, et qu'on ne donne pas cher pour lui. La popularité d'Helsinki est très forte. Dans toute cette période, ce qui est caractéristique, c'est qu'Helsinki, qui ne peut pas agir économiquement, parce qu'il est complètement bloqué, illégalement, par le Parlement, a une obsession, c'est de trouver un héritier. Et il l'a dit à plusieurs reprises. Dans les propos qu'il tenait où il disait « je suis un apparatchik, je ne sais pas au fond », là il le disait, il disait « je suis au bout, je ne sais plus ce qu'il faut faire ». Mais il disait « ma tâche historique sera accomplie lorsque j'aurai porté au pouvoir une nouvelle génération politique. C'est ça mon problème. Lorsque j'aurai sorti du système soviétique, de la mentalité soviétique, une nouvelle génération qui n'est plus soviétique, j'aurai gagné. » Et ça explique ces tentatives, ce qui est un très mauvais air politiquement. C'est-à-dire qu'il passe d'un Premier ministre à l'autre, et on a alternance de Premier ministre jeunes. Ça a été Gaïda, ça sera Kirienko, le pauvre malheureux, qu'on appelait Bambi d'ailleurs, et qui se cassera les reins sur la crise financière de 98. Ça sera Stepachin, en alternance,
avec les caciques, Tchernomyrdine, qui sera Premier ministre un coup, et qui, à la fin, presque avant l'arrivée de Poutine, comme c'est un homme que le système comprend, que le Parlement comprend, qui est un vieil apparatchik, que le Parlement voudrait voir, mais qu'il ne réussit pas à porter au pouvoir, même si, d'ailleurs, Helsinki veut le porter au pouvoir, il y aura l'apparition de Primakov, ancien ministre des Affaires étrangères, et tout d'un coup, coup de tonnerre, Helsinki, qui a pris Primakov quelques semaines plus tard, le limoge, au bénéfice de ce jeune Godluro que personne ne connaissait très bien, qui avait été à Saint-Pétersbourg, qui s'appelle Vladimir Poutine, qui est un homme encore relativement jeune. Il est né en 1952, vous voyez, en 2000, il n'a pas encore atteint la cinquantaine. Ce n'est pas tout à fait l'époque post-soviétique, hein, mais c'est tout de même quelque chose qui est moins lié au système soviétique. C'est-à-dire qu'il avait 4 ans à la déstalinisation, c'est déjà pas si mal que ça. Alors, ce Poutine, c'est un personnage particulier. Bon, nous avons l'habitude de dire c'est l'homme du KGB. C'est pas si simple que ça. C'est un homme, le KGB, ça a été un peu sa croix dans le passé. Bon, il se trouve que ses parents voulaient en faire un officier, un spécialiste de l'aviation. Lui s'est dirigé vers quelque chose de plus commode, c'est-à-dire vers le KGB, les services de sécurité. Ça lui offrait une belle carrière. Vous savez, le KGB recrutait les gens qu'il trouvait brillants. Et c'était assez difficile d'y échapper quand il vous choisissait. Il a été envoyé, c'est sa grande force, il a été envoyé en Allemagne, il a fait essentiellement de l'espionnage économique. Puis il rentre en Russie. Alors ça, c'est une période bénie pour lui. Il a compris que le KGB, c'était une mauvaise carte. Il abandonne tout ça. Il rentre, il vient travailler à Moscou avec Sobchak. Et Sobchak disait de lui, Poutine, c'est le seul de mes anciens élèves qui a la notion du droit. C'est tout de même très intéressant. Et puis il est appelé, il arrive dans les services du Kremlin. Et là, cet homme qui avait voulu rompre avec le KGB, on le nomme patron du KGB Nouvelle Manière, qui s'appelle le FSB. Il fait un petit passage. Ce n'était pas un cadeau qu'on lui a fait parce qu'il ne voulait pas. Et c'est là que Poutine, d'ailleurs en partie sur la recommandation de Sobchak, recrute cet homme et qui devient son successeur. Il le recrute et fait absolument, je dirais, révolutionnaire dans l'histoire soviétique et post-soviétique. On n'a jamais imaginé qu'on quittait le pouvoir autrement qu'obligé de le faire. Le 31 décembre 1999, Poutine annonce tranquillement qu'il démissionne et qu'il a choisi véritablement pour héritier Poutine. La démission d'Helsinki, c'est quelque chose de stupéfiant, absolument. Jamais on n'a vu ça, je dirais, dans la mentalité soviétique et dans la mentalité héritée de l'URSS. Et au fond, il démissionne pourquoi ? On a dit parce qu'il meurt. Pas du tout, il se porte comme un charme, il suffit de le voir à Roland-Garros. Il a repris du tonus, il boit moins manifestement, il joue très bien au tennis. Mais ce qu'il a cherché, l'héritier, qu'il croit capable d'aller au bout de ce qu'il n'a pas su faire, cette fois-ci, il croit l'avoir trouvé. Et il lui confie pour mission, ce qui montre bien qu'il considère que le temps de la transition est achevé, il lui confie pour mission non pas d'achever la transition, mais de consolider la transition, ce qui est un tout autre programme. Donc, si vous voulez, son analyse, c'est la partie est gagnée, je peux laisser les affaires à quelqu'un de nouveau. Bon, et Poutine arrive dans des conditions tout à fait remarquables, il sera élu 3 mois plus tard président de la Russie. Alors, qu'est-ce qui explique, dans cette phase Poutine, le premier mandat de Poutine, qui a été une phase remarquable pour Poutine, où il est populaire, des sondages de popularité qui ne sont pas truqués, crèvent tous les succès connus partout. Il est élu d'ailleurs à 80%, mais la dernière fois à 70% c'est quelque chose, mais il n'y a pas lieu de se moquer des gens pour ça, parce qu'on a vu ça ailleurs. Bon, qu'est-ce qui explique cette popularité extraordinaire dans son premier mandat ? J'insiste, nous sommes dans le second. Il est jugé l'homme de la situation par les Russes, qui ne savent plus à quel sein se vouer. Alors, l'homme de la situation, d'abord, parce que la Tchétchénie, on repart dans la guerre de Tchétchénie, toute cette affaire avec l'agitation de Bassaïev, tout ça. On avait signé la paix en 96 avec les Tchétchènes. 99 commence très mal. 99, c'est l'attaque au Daghestan des Tchétchènes, toujours le même Chamil Bassaïev, associé cette fois-ci à un Jordanien, Kattab, c'est-à-dire l'affaire paraît... On a l'impression que tout s'étend. Et le Caucase, et puis le Daghestan, ce n'est plus la Tchétchénie. Nous sortons, c'est-à-dire le désordre gagne le Caucase. En même temps, les Russes regardent avec tout de même une certaine inquiétude. Il y a les talibans, il y a toute cette chaîne terroriste, et ils ont le sentiment que quelque chose, qu'une espèce d'international, vient se présenter jusqu'au Caucase. Bon, les attentats se multiplient, attentats à Moscou, vous savez, les immeubles qui sautent, etc.
et ainsi de suite. Alors, on a fait courir d'ailleurs le bruit que les attentats de Moscou avaient été fomentés par le FSB pour justifier l'assaut contre la Tchétchénie. Je crois que ce n'est pas une interprétation sérieuse, mais il y a une interprétation sérieuse, c'est que les Tchétchènes, exaspérés par l'échec de leur assaut au Daghestan, car dans le temps ça suit, se sont lancés ont voulu attaquer au cœur de la Russie. Et frapper au cœur, ce sont les attentats de Moscou. Et que ça a été un épatant prétexte, pour le coup, pour le pouvoir, pour repartir en guerre. Donc le tout se tient. Mais on rentre dans l'affaire tchétchène, et cette fois-ci dans une seconde guerre. La première fois, la paix a été signée au bout de 2 ans par les Bèzes. Cette fois-ci, la paix, elle n'est pas visible aussi loin qu'on scrute l'horizon. Hein, c'est Anne Masserat. Bon. Néanmoins, Poutine est l'homme qui dit avec vigueur, ça c'est tchétchène. Les Russes sont traumatisés, hein, les attentats qui viennent jusqu'au cœur du pays et dans plusieurs villes, ils se disent que ça n'est pas possible et que par conséquent, il faut une réaction. Ils sentent bien que leur armée est incapable et Poutine est l'homme qui dit j'irai les traquer jusque dans les toilettes en termes moins élégants que ça. Ils ont l'impression qu'ils ont enfin un homme qui est vigoureux, sportif, qui ne boit pas et qui tient la situation. Deuxième élément, je dirais, de prestige, c'est sa sincérité. Poutine, juste avant l'élection présidentielle, en février 2000, publie ce qui est la lettre ouverte aux citoyens, aux électeurs de Russie, dans laquelle il dit ce que jamais personne n'a osé leur dire, c'est que non seulement les choses ne vont pas bien, mais que la Russie a un retard incroyable sur l'ensemble du monde, et il dit, si on veut rattraper le Portugal, prenons le Portugal, tout simplement comme ligne de mire, déjà il faudra en faire beaucoup. Ça, ils n'avaient jamais entendu. Et mais oui, mais c'est très important, on leur a menti pendant 75 ans. Et tout d'un coup, quelqu'un ose leur dire, écoutez, on est dans un pétrin sans nom, c'est le régime soviétique, d'accord, mais surtout, il faut construire, et moi, je suis là pour ça. Ça joue un rôle considérable, un homme qui parle vrai. Et puis, il se trouve que ce Parlement avec des communistes, il aime Poutine. Et il aime Poutine pourquoi? Parce que Poutine, qui est un garçon subtil, qui a très bien compris, c'est un mélange. Il est certainement attaché à l'idée de démocratie, au fond de son cœur, à ce moment-là. Il veut pousser son pays vers l'Europe, pas seulement l'Europe institutionnelle, vers la civilisation européenne, mais en même temps, il comprend très bien, et puis il est aussi né dans le système soviétique, il comprend très bien que c'est tout à la fois, que la Russie c'est l'Europe, mais c'est aussi autre chose, que la Russie, c'est en effet la marche vers la démocratie, mais qu'en même temps, il y a une part considérable de la population qui vient du système soviétique, à qui qu'on ne peut pas pousser comme ça en avant. Et au fond, il combine les valeurs de la démocratie, le discours démocratique, le discours de liberté, et puis le discours traditionnel d'autorité. Et voilà, il met les deux ensemble. Il redonne à l'armée, qui est totalement traumatisée, qui est malade, et elle le montre assez en Tchétchénie, il lui rend ses valeurs, il lui rend son drapeau, il va accepter que la musique de l'hymne soviétique, sinon les paroles reviennent, et il tient un discours, si vous voulez, qui est le discours de la solidarité, je dirais de ce qu'a été le système soviétique, de la part de responsabilité de l'État, en même temps que le discours d'une société libérale. Alors, il y en a pour tout le monde, et le Parlement est extrêmement content de lui, et du coup, évidemment, dans ce premier mandat, c'est une période divine, parce que le Parlement vote tout ce que lui demande Poutine, ce que le pauvre Eltsine s'était échiné à ne jamais obtenir. Poutine l'obtient, on a les lois, le code fiscal, on a la loi sur la propriété. Les choses vont de mieux en mieux. Alors, on peut dire qu'en plus, il y a un succès économique. Hein, les prix du pétrole vont monter, tout ça fait que le PIB en Russie va passer de 5,5% en 1999 à 7,2% en 2003. L'inflation va baisser, elle était 36,5% quand il arrive au pouvoir, elle est de 15% depuis 2000. Bon, les citoyens russes voient un petit peu les progrès. Les prix du pétrole montent, l'État est plus à l'aise, on paye des arriérés de salaire. Je ne dis pas qu'on paye tout, mais enfin, on fait des efforts pour les individus. Le chômage régresse incontestablement, parce que le chômage, il y avait le chômage avoué et le chômage clandestin, et la consommation intérieure repart. Les Russes, qui avaient été complètement sonnés par la crise de 98, et la Russie avait été dans un état effroyable, tout d'un coup ont l'impression qu'ils sont dans une phase relativement favorable. En plus, tout le système fait qu'il y a un enchaînement, si vous voulez, des bienfaits du progrès économique. Alors, c'est la situation
de Poutine, comment commence son second mandat où il est populaire. Aujourd'hui, il l'est moins. Alors, je termine par les problèmes de la Russie pour vous expliquer, au fond, comment se présente ce second mandat et pourquoi il l'est moins. Alors, il y a d'abord un problème monumental, c'est le problème de l'État. Il faut bien le voir. Poutine a dit, depuis 2000, je restaure l'État. Il n'a rien restauré du tout. Il n'a rien restauré du tout pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas d'État en Russie. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un État formel, mais un État qui est d'une faiblesse, d'une inefficacité totale, et pour des raisons évidentes. Sous le régime soviétique, il n'y avait pas d'État. Il y avait un parti-État, un parti qui s'était baptisé État. Toute la structure du système, tous les réseaux, tout le mode de fonctionnement, c'était celui d'un parti. Donc en 92, Eltsine s'est trouvé devant un non-État on a baptisé État ce système qui était très bâtard. Et au fond, il y avait des baronnies qui étaient celles de l'ancien système soviétique. En plus, le territoire est tout de même immense. 17 millions de kilomètres carrés, ce n'est pas une plaisanterie. Il y a des régions et des sujets de la fédération qui ont une grande autorité. Tout ça fait que rien de tout cela n'a donné l'autorité de l'État. En plus, toutes les années où il n'y avait pas de système fiscal, de loi fiscale, où l'État ne pouvait pas récolter des impôts, sur place, les gouverneurs en récoltaient, ça c'était clair. Mais presque rien n'arrivait à l'État. Un État ne marche pas sans ressources. Tout ça, il fallait le créer. Ça n'est que depuis Poutine a réussi à faire voter les lois fiscales qu'un système fiscal commence à fonctionner. Mais on est au début de la reconstruction de l'État. Alors, il avait inventé la verticale du pouvoir. C'est-à-dire qu'il s'est dit, pour recomposer un peu le pays, il a fait les fameuses 7 grandes régions, super-régions de Russie, avec ses représentants directs, les fameux polpreds. On a cru, à ce moment-là, que la verticale du pouvoir, on a crié à la dictature à l'étranger, mais les Russes se sont dit, peut-être qu'avec ça, tous ces gouverneurs, toutes ces baronnies locales, tous ces types qui font exactement ce qu'ils veulent, on va enfin les prendre en main. Manifestement, ça n'a rien donné, ce qui fait que quand il y a une sorte d'échec du système, et qu'au fond, la Russie est encore aux mains de gens qui, un peu partout, ont des pouvoirs, règlent leurs affaires tout seuls, et au centre, le pouvoir ne fonctionne pas. Il suffit de voir ce qui se passe au Caucase. Alors, Poutine vient de lancer un programme de réforme. Je vais terminer là-dessus. J'énumère vite les problèmes, et je voudrais vous dire un mot de ce programme de réforme. J'en ai pour 5 minutes, rassurez-vous. Alors, le second problème, mais pour l'État, pour la société, elle se rend bien compte qu'il n'y a pas d'État, et quand Poutine dit l'État va s'occuper de la Tchétchénie, quel État? Qui? Alors, le second problème, c'est la corruption. La corruption et la criminalité. Sous le système soviétique, il y avait de la corruption, mais ça s'était caché. Le citoyen ordinaire n'en savait rien. Il savait bien qu'il y avait tout un système d'arrangement. Mais enfin, je veux dire que ça ne s'étalait pas au grand jour. Là, on voit bien, et l'affaire tchétchène en est un révélateur, tout le monde achète des armes, tout le monde vend des armes, l'armée fait n'importe quoi. Il est clair que la corruption, elle est partout, et elle est grandissante. Poutine répète tous les ans, je fais un programme de lutte contre la corruption, et ce programme de lutte ne donne rigoureusement rien. La criminalité aussi est considérable. Et pour cause, il n'y a pas de police. La police est là. Si vous vous faites arrêter avec votre voiture et que vous dépassez et que vous avez fait quelque chose de pas bien, le policier carrément vous dit, écoute, tu me donnes tant de roubles et puis je t'oublie. Et même il vous arrête pour rien, pour vous prélever des roubles. Bon, évidemment, une police qui n'est pas payée, elle est corrompue. Ça, il y a déjà une vieille tradition de corruption, mais il y a surtout l'organisation actuelle. Bon, il y a le problème des oligarques. Et c'est lié au problème, d'ailleurs, il y a 2 problèmes distincts. Il y a le problème des richesses, qui sont des richesses incomparables, et puis le problème de l'inégalité sociale. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que les oligarques? Poutine avait... Bon, ce sont des gens, les oligarques, c'est des figures de proue comme ça, mais ce sont, grosso modo, les gens qui se sont attribués la richesse de l'État, la richesse nationale. Alors, il n'y a pas que les grands oligarques, il y en a partout. Bon, ils se la sont attribués par des procédés, par 2 procédés principalement. D'une part, les privatisations qui ont été admirables, c'est-à-dire que théoriquement, au moment des privatisations de la richesse nationale, on donnait une action à chaque citoyen russe. Ces actions ont été rachetées pour rien du tout par des individus extrêmement malins qui se trouvaient en position de le faire. Car il faut bien comprendre que tous ces types, les mafieux et tout ça, c'était ceux qui étaient déjà dans les rouages du pouvoir. C'était ceux qui étaient en position. Des tas de chefs d'entreprise ont fait ça.
Ils ont décidé qu'ils étaient chefs d'entreprise, soviétiques, membres du parti, et qu'après tout, ils privatisaient. Ils privatisaient tout seuls, alors ils organisaient leur privatisation. Puis il y a eu un second procédé qui a été ce qu'on appelait le prêt contre les actions, c'est-à-dire qu'il y a des grands banquiers qui, ayant fait fortune, qui devaient prêter de l'argent à l'État, surtout dans la période de grandes catastrophes, et ils ont prêté contre les actions, à un taux dérisoire, les actions du pétrole et d'autres choses. Et tout ça a fait la situation actuelle de la Russie. Bon, d'abord, il y a la mafia, mais de de côté, on pourra peut-être y venir dans une question. Parce que la mafia, c'est un phénomène, je dirais, qui est en train de se marginaliser au profit du problème des très grosses fortunes. Alors il y a ceux qui sont visibles, les oligarques, et maintenant ils sont célèbres puisque Poutine s'est attaqué à l'un d'entre eux. Poutine avait dit, il y a 2 ans, moi, ces oligarques, ils ont volé la fortune nationale, ce qui est la vérité, ils l'ont cachée à l'étranger, elle est dans les coffres à l'étranger, ils n'investissent pas dans le pays, c'est tout à fait vrai, acheter des clubs sportifs en Angleterre, ce n'est pas le meilleur moyen d'enrichir son pays, mais disait-il, je les laisserai en paix à une condition, je fais un pacte avec eux, un compromis historique, il a employé le mot, à condition, 1, qui ne touche pas à la politique, qui n'essaye pas d'influer sur l'humeur du pays et sur la vie politique. En d'autres termes, il ne faut pas qu'ils aient des journaux, il ne faut pas qu'ils s'avancent dans les allées du pouvoir, tout ce que M. Khodorkovsky, qui est un garçon très brillant, a décidé de faire. Et puis deuxièmement, à condition qu'ils avaient, je ne leur demande pas de rapatrier, je ne leur reprendrai rien, mais qu'ils commencent un petit peu à investir dans le pays, à faire confiance. Alors, il y a eu un petit mouvement timide dans ce sens, mais on peut dire que le pacte a été rompu par certains qui considèrent que essayer d'entrer dans la vie politique et après tout jouer un rôle, c'était important. Ça a permis d'ailleurs à Poutine de fermer des stations de télévision, etc. Ça lui a permis d'élargir la sphère de son pouvoir. Alors, on est dans une situation où ces oligarques sont maintenant dans l'inquiétude, ça il faut bien le dire. À l'époque du compromis historique, il y a 2 ans, ils se sentaient tranquilles. Même les plus proches de Poutine, aujourd'hui, c'est très clair, se demandent vers quoi on va. Il y a donc, si vous voulez, une sorte de... Dans les problèmes d'aujourd'hui, il y a une certaine rupture entre le grand capital et puis ce grand capitalisme russe, malhonnête, mais il existe, et puis l'homme qui est au pouvoir. Alors, en plus, si vous voulez, en face de ça, il y a l'extraordinaire montée des inégalités sociales sous le régime soviétique. Tout le monde était misérable, vraiment dans un état très bas. Il n'y avait que la couche de ceux qui étaient au pouvoir qui avait tout, avec une réserve, c'est que quand on tombait du pouvoir, on n'avait plus rien. Aujourd'hui, les inégalités sociales sont très fortes. Dans toutes les études, on constate que, en gros, et ça pose le problème des classes moyennes d'ailleurs, où situer les classes moyennes. En gros, on peut dire qu'il y a une sphère de la très grande pauvreté qui est peut-être tombée de 40 à 30%, et de la pauvreté qui fait les 10 ou 15% restants. Ça, c'est vraiment ceux qui sont au-dessous de tous les critères de vie décente. Il y a des gens qui vivent dans la médiocrité, dans une réelle médiocrité qui constitue un bon 15%. Puis il y a, alors l'évaluation des classes moyennes est très difficile, elle varie de 10 à 20%. Il est clair que le gros des classes moyennes sont concentrés à Moscou, il n'y a pas de doute là-dessus. À Moscou, on en compte 22% actuellement, de gens qu'on appelle vraiment des classes moyennes, au sens américain du terme. Et puis, il y a les très riches, qu'on peut évaluer les évaluations vont de 1,5% à 5%. Bon, qu'est-ce que c'est que cette société? Il est évident que ça, quand on regarde les statistiques comparées après, à 1994, quand on fait le bilan déjà de la thérapie de choc et aujourd'hui, on voit que ça évolue relativement peu. C'est peut-être la classe moyenne qui, dans les grandes villes, commence à présenter un tableau un peu plus brillant. Mais le résultat de ça, c'est que la société est découragée. C'est que cette espèce de médiocrité d'existence dont elle n'arrive pas à se tirer, cette pauvreté ambiante, la démoralise. Je vais venir à propos des réformes de Poutine. Il y a la Tchétchénie. La Tchétchénie, ça ne s'améliore pas. Au contraire, on a ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, les Tchétchènes portent la guerre dans le territoire de la Russie, chez les voisins, et que le Caucase est en voie pas seulement de déstabilisation, mais de balkanisation probablement, ce qui est une menace considérable pour le régime russe. Alors, et c'est là-dessus que je conclurai, bon, Poutine devant tout cela, qui sent que son second mandat part mal. Poutine devant tout cela n'a rien dit depuis son élection, et puis là il y a eu la prise d'otage, et il a répondu, il a dit c'est parfait, moi je lance un programme, j'ai la réponse, ce sont les
les grandes transformations de l'État que j'engage. Alors, bon, sa réponse, elle est tout de même fondée sur un postulat qui n'est pas faux. Il part de deux constats. Premièrement, l'État est inexistant, d'une faiblesse extrême, et c'est la vérité. Et deuxièmement, dit-il, la société, toute la base, si vous voulez, du pari engagé en 91, c'était on faisait monter une société civile qui serait le partenaire de l'État. Aujourd'hui, Poutine le dit. Il dit la société n'est pas ce partenaire. Et on en est très loin. C'est un de ces moments de sincérité terrifiants, comme le constat du retard en 2000. Il dit je dois agir sans la société. Ça, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est moi tout seul et le pouvoir d'État et plus la société. D'une certaine façon, il abandonne pour l'heure le rêve de hisser la société, cette société atone, il le constate, au niveau d'une société civile conséquente et capable de, je dirais, de peser sur le système politique et de jouer son rôle. Alors, qu'est-ce qu'il propose pour l'État? Il propose il propose de renforcer la verticale du pouvoir, c'est-à-dire que désormais, alors ça, c'est pas une solution tout à fait condamnable. Il dit les gouverneurs seront désormais nommés et pas élus. Il faut dire que ces gouverneurs sont tellement corrompus, pour dire la vérité, que c'est pas que ça me paraisse génial, mais c'est un moyen, lui pense-t-il, pour lui, de contrôler tout ce système, puisque les fameux Paul Prède, les gouverneurs des super-régions ont été incapables de contrôler. Il se dit, puisque eux n'ont pas été capables, on les garde, mais je fais remonter le contrôle jusqu'à moi, et moi je nomme tout le monde. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est une dictature qui s'annonce? Je dirais que jusqu'à nouvel ordre, partant d'un constat qui est vrai, c'est un État autoritaire, il n'y a pas de doute là-dessus. Dictature, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a rien en face. La société est atone, il n'y a pas de doute là-dessus. Les élites sont muettes, complètement. Elles étaient plus virulentes dans les années écoulées. Les élites libérales, on ne les entend pas. Les dernières élections législatives ont été effrayantes. Le Parlement est peuplé uniquement du parti à la dévotion de Poutine, et pas parce qu'on a empêché les gens de se présenter. Ce n'est pas vrai. Parce qu'ils se sont disputés entre eux, parce qu'ils sont incapables d'avancer un programme, parce qu'ils sont incapables de rien. Parce que d'une certaine façon, ils participent de l'atonie sociale. Bon, c'est de la vérité. Ce sont des conditions, évidemment, qui ne sont pas très, je dirais, pas très remarquables pour l'avenir politique du pays. Ce qu'on peut dire, c'est que si Poutine a envie d'être un dictateur, pas de Parlement pour s'opposer à lui, pas d'élite et pas de société, il pourrait. Mon analyse personnelle, c'est qu'il n'a pas le caractère. Et ce second mandat donne un sentiment étonnant, je dirais, de mesures décidées comme ça, empilées les unes sur les autres, de volontarisme, mais pas d'une volonté politique extrêmement claire. Alors ça, c'est une hypothèse que je vous présente, je peux me tromper, et vous pouvez dans 6 mois m'envoyer des lettres d'insultes en me disant vous aviez bien tort, mais il me semble que l'homme, si vous voulez, il y a un moment où les gens atteignent leur seuil de capacité ou d'incapacité. C'est une vieille loi connue. Il me semble que justement, ce qui caractérise ce second mandat, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Et, manifestement, il travaille moins qu'avant, ça c'est tout à fait clair, toute la Russie se le remarque. Il n'a pas d'équipe. Quand on regarde la constitution de son gouvernement, ça ne ressemble pas à grand-chose. Tout cela paraît se déliter. Alors, est-ce que ce sont les conditions dans lesquelles on fait une dictature? Alors, il y a une réforme constitutionnelle. Là, il a fait une réforme des institutions, une réforme constitutionnelle qu'il peut faire, qui serait choquante. Son mandat s'achève en 2008, et c'est un mandat non renouvelable. Il a droit à 2 mandats, comme le président des États-Unis. Est-ce qu'il va trafiquer la Constitution? Et personne ne l'en empêchera. Et s'arroger le droit d'avoir un 3e mandat, ça serait en tout cas, je dirais, très fâcheux pour l'évolution démocratique. Est-ce que ça implique qu'il va exercer... Bon, les médias ne sont pas très expansifs, mais quand on lit les journaux russes, ils existent. Ce sont les voix qui manquent. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a plus d'autorité morale en Russie. Personne n'incarne plus vraiment la grande voix morale dont le pays a besoin. Mais on a l'impression, et c'est mon dernier mot, qu'on ne fait pas une dictature sans tempérament de dictateur ou sans une capacité à l'être. Je ne suis pas absolument certaine que Vladimir Poutine l'est. Merci.
please visit us at www.agc.edu.